Bleach Thousand Year Blood War partie 2, saison 2, cours 2, vous appelez ça comme vous voulez, je suis pas votre daron. La seconde partie de l'arc de la guerre sanglante millénaire s'est conclue il y a de ça à peu près 2 semaines. Désolé du retard. On a eu droit à des rajouts qui ont su nous donner une fin digne de Bleach pour cette seconde partie, mais tout le reste, cette partie 2 en général. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Est-ce que cette seconde partie tient sa promesse d'ajouter de nouveaux éléments et de corriger le manga? Et surtout, est-ce que c'est à la hauteur de la première partie? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Mais avant toute chose, je vais te péter les couilles comme tous les autres youtubeurs en te disant de t'abonner et de liker. Et voilà, c'est tout. Je peux aussi te dire d'aller te faire enculer. Ça, c'est original. Avant toute chose, l'espace commentaire est là pour qu'on puisse débattre. Si vous avez vraiment des éléments pertinents à rajouter, n'hésitez surtout pas. Mais au cas où, totem d'immunité, hein, back Bleach. Et sur ce, on peut commencer la vidéo. Le scénario. Selon moi, l'un des principaux problèmes de cette seconde partie, c'est qu'on est uniquement sur de la bagarre, à l'instar de la première partie où il y en avait peu, mais le peu qu'on avait était de qualité. Et bien là, c'est sûr que pour sublimer chaque personnage qui fait des boum boum et chaque ennemi, ça devient tout de suite plus complexe. Si tous les jours tu me montres du combat, forcément, à un moment donné, je vais en avoir ras le cul. L'auteur a tenté de reproduire un schéma qu'il a utilisé lors de l'arc 44, cependant, il n'y avait pas cette tension, cette intensité qui nous donnait des frissons. Komamura versus Bambietta, en soi le combat n'était pas à jeter, mais noyé dans tous les autres de la partie, surtout celui avec Rukia, ça fait un peu tâche. Également, sans parler du plan du roi qui était d'attendre que Ichigo redescende du palais pour pouvoir y monter. Et le tout a pris 8 épisodes quand même. Tout de suite, on comprend pourquoi il mettait autant de temps à arriver. Ce qui m'amène donc au second point. Where is Ichigo? Un autre point qui a sans aucun doute affecté grandement cette partie, c'est l'absence totale de son héros, Ichigo Kurosaki. On ne le voit que lors de petits passages post-génériques, et ça sur 7 épisodes. Le problème ici, c'est que Ichigo dans Bleach, il est présent H24, l'éclipsé de sa propre série, la rend tout de suite moins intéressante. En partie, si on continue de regarder Bleach, c'est pour Ichigo, son flow, ses techniques et sa force légendaire. Et dans un sens, on peut aussi se dire qu'il n'était pas présent durant tout le long de la bataille parce que sinon, elle se serait achevée en un temps record. Et parlons brièvement de son retour sur le devant de la scène. Alors oui, j'ai apprécié cet épisode, Ichigo est iconisé comme jamais, mais est-ce qu'on ne serait pas au final sur un retour raté? Ou plutôt sur un retour qui avait pour seul but de satisfaire les spectateurs avec du Ichigo qui flex. Ichigo de base, en quittant le palais, avait pour objectif de rejoindre la bataille au plus vite afin de stopper l'ennemi. Il appelle même Urahara pour lui dire qu'il va venir les protéger, là tu sens que le mec normalement il va tout niquer, et quand il arrive, il va s'attarder sur des randoms afin de nous montrer les nouvelles capacités qu'il possède, et aussi le sublime Getsuga Jujisho. Cependant, quand tu constates que sa nouvelle attaque signature, qui a l'air d'être une fucking explosion nucléaire, n'a fait que faire perdre un bras à l'ennemi, bah forcément tu es déçu, surtout qu'on parle de Ichigo, un personnage qu'on sait capable de se farcir une grande majorité de ses Quincy à une vitesse grand V. Également, avec son retour, tu te dis, ah, on va enfin assister à ce que la partie promettait entre autres, la confrontation avec Ishida. Toute la com de la partie est basée sur l'opposition entre les deux amis. Ils se retrouvent et au final on n'a rien. On voit juste Ichigo sous le choc et qui ne réalise pas que son ami est passé dans le camp ennemi. Et quand après tu vois que Ishida est capable quand même de se taper contre un membre de la division 0, tu te dis ça aurait pu être grave lourd d'avoir un combat entre les deux. Après d'un point de vue idéologique, là on comprend totalement l'opposition. Et encore j'ai l'impression que les deux personnages ne saisissent pas l'ampleur du conflit et ne savent pas vraiment pourquoi leurs camps se battent. Iwatch a pour but de créer un monde utopique dans lequel la vie n'est plus séparée de la mort. Une sorte d'idylle de paradis. Et de l'autre côté, les Shinigami sont dans une perspective bien plus pessimiste en défendant le fait que le monde parfait n'existe pas. Pour preuve, le roi spirituel qui est censé être l'incarnation même de Dieu dans Bleach est lui-même affaibli. Le type n'est plus qu'un buste de chair. Alors dans un monde où le tout-puissant n'est même pas tout-puissant, comment veux-tu croire qu'un monde parfait puisse voir le jour? 13 épisodes pour dire qu'il y a 13 épisodes. Au vu du contenu de cette partie 2, on se demande si on n'aurait pas pu avancer plus loin. Alors je vois déjà les lecteurs du manga qui me diront que c'est allé extrêmement vite, et justement c'est ça qui est inquiétant. Si on doit faire un résumé de la partie, ça commence avec l'attaque des Quincy, des combats par-ci par-là, le retour de Ichigo et après la montée du roi vers le palais royal. Et pour qu'on passe du point A au point B, il aura fallu attendre 8 épisodes quand même, donc plus de la moitié de la partie. Donc de savoir que cette seconde partie est censée adapter beaucoup de chapitres, montre dans un sens pourquoi le manga a été si mal reçu. Parce que à partir du moment où tu sais que les autres ils sont là-haut au palais royal, est-ce qu'il y a encore un intérêt de voir ce qui se passe au Ceretei? Surtout que toute l'action va se dérouler là-haut. Et dans un sens, en vrai je comprends Kubo, le mec a créé 26 Sternritter, il fallait bien les rentabiliser. On peut tout de même noter la volonté de mettre en lumière des personnages qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Cependant, il y a un hic. À chacune de ces tentatives pour ce que ça voulait raconter, il manquait à chaque fois beaucoup d'éléments. On sent même une sous-exploitation de ces personnages et je pense notamment à Grémy, Shinji et Komamura. Pour exemple, un épisode réussi selon moi, c'est celui de Rukia, car il raconte quelque chose. Et aussi parce que Rukia
Rukia est un personnage phare de Bleach, tout de suite elle suscite beaucoup plus notre intérêt. Shinji donc, on a eu droit à son Bankai, c'est un rajout exclusif, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire? Alors oui, le lore est complété, fanservice, tout ça, on voit un Bankai exclusif à l'anime, mais il n'apporte rien d'intéressant à l'histoire, et en plus on ne le verra qu'une fois. Komamura a eu un destin tragique, animé par un esprit de vengeance, ce qu'il reprochait d'ailleurs à son défunt ami Tosen. Cependant, encore une fois, avec Tosen, là où ça marchait, c'est parce qu'on a vu que le mec avait une réelle ambition, on a vu toutes les actions qu'il a mis en place pour atteindre son objectif, et aussi le personnage est quand même plus développé. Car Komamura, qui a disparu des radars, et là il réapparaît, tu te demandes pourquoi il est là, a à présent une apparence humaine et tu te demandes si c'est pas juste en fait pour satisfaire la curiosité des fans. Et je trouve que ce cheminement-là avait plus pour objectif de donner une fin au personnage, parce qu'il avait déjà raconté, ou du moins essayé de raconter tout ce qu'il avait à raconter. Grémy, quant à lui, avait le pouvoir de l'imagination, et rien qu'à partir de là, tu comprends où est le problème. Là pour le coup, Kubo a fait un très mauvais choix de capacité. L'idée était sans doute de nous faire comprendre que l'ennemi est puissant, mais le problème c'est que l'imagination n'a aucune limite. C'est un concept qui a une portée infinie. À partir du moment où il est introduit dans l'histoire, tu dis ah mais il suffit juste qu'il imagine un portail vers le palais du roi, ou tout simplement que le roi spirituel n'existe plus et que Iwatch devient le roi. Et bam, fin de l'arc. Sauf que bien sûr, il va perdre. Un mec qui a le pouvoir de l'imagination, et dans un sens ça montre aussi le manque de travail sur cette partie. Il a tenté de donner une fin au personnage avec un truc du style « je veux connaître la défaite pour une fois dans ma vie », mais le problème est qu'on ne connaît pas du tout le personnage. Et ce genre de prise de conscience de la part de l'ennemi ne marche que si nous, spectateurs, on y croit. Et c'est la même chose pour Komamura, il fallait pousser le développement. Tout le cheminement qui a amené le personnage à avoir cette réflexion, illustré par exemple avec des flashbacks, parce qu'au final le mec va perdre face à Zaraki Kenpachi parce que la force de Zaraki Kenpachi a surpassé son imagination. Et rapidement, je vais en placer une pour Shunsui Kyoraku. Ce mec est le pire capitaine commandant qui existe. Bon, en même temps, tu me diras, il y en a eu que deux. Durant la partie, il va taper la discute avec l'ennemi sans problème, c'est limite s'ils vont pas boire le thé ensemble. Et du début à la fin, il va rester au même endroit. Il va se contenter de donner un ordre, et c'est tout. Et je me demande comment réagirait Yamamoto. Mais aussi on peut voir qu'en fait le rôle qu'il incarne à présent est juste trop grand pour les épaules du type. Non pas qu'il y ait forcément un manque de volonté, mais juste que le mec n'est pas capable d'assurer pleinement sa fonction. Aussi, les Vizards interviennent dans cette partie, mais ils sont totalement éclipsés. Et s'il y avait une volonté de rappeler l'arc Aizen, le prime de Bleach afin de rendre cette seconde partie meilleure, il aurait été bienvenu de les exploiter autrement que par Urara. Un manque de volonté? Plus les épisodes avançaient, plus j'avais l'impression qu'il y avait un manque de volonté, d'efforts fournis pour nous servir une bonne saison. Non pas que tout soit mauvais bien sûr, mais il s'agit quand même de plus de la moitié de la partie, ce qui est énorme. Après soyons d'accord, l'animation et les soundtracks étaient d'une qualité incroyable, se plaindre de ça ce serait vraiment de la mauvaise foi. Cependant pour ce qui est des mises en scène, il y a clairement certains moments où s'ils avaient mis juste un petit peu d'effort, ils auraient pu iconiser et sublimer certains passages ennuyeux. Parce qu'on a clairement manqué d'intensité dans cette partie, on n'a pas ressenti cette énergie de la guerre, et ça dès les premiers épisodes. Et on doit ça en partie parce que les Shinigami n'avaient pas le niveau qu'on leur connaît, et ça m'amène au point suivant, le Bankai. Selon moi, un très gros problème dans cette partie, c'est que tous les Shinigami quels qu'ils soient sont réduits à leur Bankai. Que sans lui ils ne peuvent pas gagner alors qu'à la base, je vous invite à revoir l'arc de la Soul Society ainsi que celui de l'arc Arrancar, les capitaines étaient capables de faire des démonstrations de force sans pour autant utiliser leur Bankai, notamment Byakuya. Et ça, ce n'est absolument pas ce que la partie nous a montré. C'est un fait que j'avais mentionné dans une review précédente, mais par exemple l'épisode avec Rukia, lui, où l'on voit son Bankai, est différent. Dans cet épisode, Rukia a sublimé le Bankai, nous a rappelé que ce n'est pas juste de la puissance brute. Elle nous a montré que la maîtrise de celui-ci ainsi que du Shikai est bien plus compliqué que l'on ne le pense, sans parler de la beauté de son Bankai qui a même été notifié par son frère Byakuya qui l'a enfin reconnu. Après, en soi l'idée qu'ils perdent leur Bankai est intéressante, dans la partie 1 ça avait apporté une véritable tension, on sentait le désespoir des Shinigami qui se sentaient comme nus face à l'ennemi, il s'agit tout de même d'une grande partie de leur pouvoir donc on peut supposer aussi que ça a impacté le Shikai. Cependant, de là à nous montrer qu'ils ne sont pas capables d'affronter l'ennemi, c'est un problème. Le Bankai de Senjumaru qui lui est une exclue nous a montré ce qu'est un Bankai, une force capable d'infliger, de punir l'ennemi et faire trembler les trois mondes, mais ça c'est accessoire. La Division 0 sauvée, un final digne de Bleach. La Division 0, les gardes du palais du roi spirituel ont eu droit à un sauvetage magistral. On peut dès à présent leur enlever leur étiquette de fraude. Et si on peut reprocher à la partie en général de ne pas avoir ajouté de nouveaux éléments ou d'avoir fait des modifications, c'est parce que le studio et Kubo ont tout misé sur cette fin et au vu de la qualité des épisodes, on peut pas leur jeter la pierre. Le final de la partie, pour le coup, je peux en dire que du positif. Là, on retrouvait vraiment la puissance de Bleach, le côté mystique, tout se déroulait au palais du roi, ce qui installe directement une ambiance très différente, qui réussit à nous atteindre parce qu'on est dans un décor qui rappelle le divin, en plus d'avoir de la démonstration de force qui en relève aussi, contrairement à la partie en général qui a tenté d'installer une sorte d'atmosphère sombre, mais au vu de ce qui s'y passait, c'était tout de suite moins bien pertinent. On a vraiment ceux qu'on présente comme les plus forts et les plus anciens Shinigami contre le grand méchant de l'arc et sa garde royale. On a là un roi qui défie un roi. Et en plus de la facilité avec laquelle ils ont pu faire ce que le Gotei 13 n'a pas réussi à faire, ils
sont iconisés et tu comprends bien maintenant le rôle qu'ils ont. Ichibei te fait comprendre qu'il est un être supérieur qui existe depuis des millénaires et qu'il a un pouvoir capable d'alterner la réalité, d'effacer les noms. En même temps, c'est lui qui a donné un nom à toute chose dans le monde de Bleach. Très clairement, tout a été mis en place pour qu'on comprenne bien que la Division 0 a un niveau qui relève de celui de Dieu. Malheureusement, on a quand même sous-exploité la grosse qui n'a pas fait d'action notable, c'est bien dommage. Et le fait que la Division 0 et Iwatch se connaissent, car Iwatch est le fils du roi des esprits, tu vois le final différemment. Il s'agit là surtout en fait d'un règlement de compte. Donc l'objectif principal n'est pas seulement de défendre le palais du roi, mais aussi de donner une correction appropriée au gamin qu'est Iwatch qui tente d'atteindre un monde utopique. Sans parler bien sûr du Bankai de Senjumaru qui est la cerise sur le gâteau. Pour le faire, 3 membres ont dû sauter la vie. Ça te fait comprendre qu'on est sur des personnages si puissants que leur puissance est bridée, sinon ils feraient trembler les 3 mondes. Et d'ailleurs, on en a eu la démonstration. Et le Bankai appuie encore plus cette idée de règlement de compte car le Bankai est une punition divine. Senjumaru récite à chacun des membres de la garde royale un scénario différent en fonction de leur pouvoir. Ou bien pour Ishida sur son choix d'avoir rejoint les Quincy. Pour conclure, un final qui était vraiment inattendu mais qui était un plaisir, un régal d'en faire des reviews. T'es mal les stats en même temps. Sur ce, c'était tout ce que j'avais à dire. J'ai bien conscience que j'ai dû oublier pas mal d'éléments dans mon argumentaire, l'espace commentaire est là pour ça et surtout n'hésitez pas, je veux vos avis dessus. J'espère non plus ne pas avoir été trop dur dans mes propos, je n'ai fait vraiment que retranscrire toutes les pensées que j'avais sur cette partie. Et j'espère sincèrement que la partie 3 fera en sorte que l'on puisse pardonner celle-ci. Merci de m'avoir regardé, abonnez-vous car je sors des reviews chaque semaine. Sur ce, c'était le Sama et moi je vous dis sayonara.